Elle s'occupait des chiens que tout le monde avait abandonnés. L'un d'eux portait un collier doré. Et le millionnaire disparu est réapparu, en pleurant de retrouver celle qui ne l'avait pas oublié. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Dans la banlieue de Saint-Denis, où le soleil frappe durement les toits de zinc et la poussière, rouge se mêle à l'air humide de l'Île-de-France, Constance Fournier était connue comme la mère des chiens errants. À 42 ans, elle portait sur son visage les marques d'une vie de dur labeur, mais ses yeux marrons gardaient une flamme que ni le temps ni les difficultés ne parvenaient à éteindre. Habitante du quartier de Clichy, l'un des plus peuplés de la capitale régionale, Constance avait transformé sa petite maison de 2 pièces en refuge pour des dizaines de chiens abandonnés. La routine commençait tôt. Avant même que le premier bus ne sillonne les rues étroites du quartier, Constance était déjà debout, préparant la nourriture pour ses protégés. Avec un salaire de femme de ménage qui suffisait à peine à sa propre subsistance, elle comptait sur les dons de voisins sensibilisés et les restes de boucheries et de marchés pour nourrir les animaux qu'elle sauvait. « Bonjour, mes amours », s'exclamait-elle tandis que les chiens aboyaient joyeusement en la voyant avec les gamelles de nourriture. « Patience, il y en a pour tout le monde. » Parmi les voisins, les opinions sur Constance étaient partagées. Pour Madame Sylvie, la retraitée de la maison voisine, c'était une sainte. « Cette femme fait le travail que la mairie devrait faire », disait-elle toujours. Pour Monsieur Olivier, le propriétaire du bar du coin, c'était une folle qui préfère les bêtes aux gens. Mais Constance poursuivait fermement sa mission, ignorant les regards désapprobateurs et les critiques voilées. Chaque chien sauvé était une histoire d'abandon transformée en espoir. Chaque aboiement, un remerciement qu'elle comprenait dans son cœur. Ce mardi matin-là, le ciel s'était levé particulièrement gris, présage d'une forte pluie. Constance avait couvert les niches improvisées dans la cour avec des bâches en plastique et installé les chiens les plus âgés et malades à l'intérieur de la maison. C'est alors que le téléphone sonna. « Constance, il y a un chien ici, sur l'avenue Belleville qui semble blessé. Peux-tu venir voir ?» C'était Thomas, un livreur à moto qui connaissait son travail et l'informait fréquemment d'animaux en situation de risque. Sans hésiter, Constance prit son sac usé, y plaça quelques bandages, un peu de croquettes et une bouteille d'eau. Elle n'avait pas d'argent pour le bus, mais cela ne l'avait jamais arrêtée. Elle marcherait les presque 3 kilomètres jusqu'à là-bas, comme elle l'avait fait tant de fois. L'avenue Belleville était l'une des plus fréquentées de Saint-Denis, reliant la ville haute à la basse, un fleuve d'asphalte par où des milliers de voitures passaient quotidiennement, indifférentes au drame qui se déroulait sur ses bords. C'est là, sous un viaduc, que Constance trouva non pas un mais 3 chiens. Une chienne maigre au pelage caramel allaitait 2 chiots dans un coin protégé de la pluie qui commençait à tomber. Ses yeux, profonds et fatigués, fixèrent Constance avec un mélange de peur et d'espoir. La femme s'approcha doucement, parlant à voix basse pour ne pas les effrayer. « Viens là, ma belle. Personne ne vous fera de mal. » Avec patience, elle réussit à offrir quelques croquettes que la chienne dévora rapidement. Les chiots, encore trop petits pour manger seuls, s'agitaient à la recherche du lait maternel. Constance savait qu'elle devait les emmener chez elle, mais comment? C'était loin, la pluie s'intensifiait, et porter 3 chiens serait impossible. C'est alors qu'une voiture noire, luisante et imposante s'arrêta à côté du viaduc. La vitre teintée descendit lentement, révélant le visage d'un homme d'environ 50 ans aux traits marqués et aux cheveux grisonnants aux tempes. « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» demanda-t-il d'une voix grave et polie. Constance, méfiante comme toute femme seule dans une grande ville, hésita avant de répondre. « J'essaie de secourir ces chiens, mais j'habite loin d'ici. » L'homme observa la scène pendant quelques instants, puis éteignit le moteur et sortit de la voiture. Il portait un costume bien taillé qui contrastait avec l'environnement précaire sous le viaduc. Pourtant, il n'hésita pas à s'approcher des animaux. « Je m'appelle Raphaël Marchand. Je peux vous conduire jusqu'à chez vous, si vous le permettez. » Quelque chose dans le regard de cet homme, peut-être la sincérité ou une tristesse voilée, fit que Constance lui fasse confiance. Avec l'aide de Raphaël, elle réussit à placer la chienne et les chiots sur la banquette arrière de la voiture, rapidement recouverte de journaux. Pendant le trajet jusqu'à Clichy, Raphaël s'enquit du travail de Constance.
Elle raconta son histoire sans détour, comment elle avait commencé à secourir des animaux après avoir trouvé une portée de chiots abandonnés dans un sac poubelle il y a presque 10 ans, et comment elle rêvait d'avoir un espace plus grand pour s'occuper correctement de tous. « Vous faites cela toute seule, sans aucun soutien ?» demanda Raphaël, visiblement impressionné. « J'ai quelques amis qui aident avec des dons. Parfois un vétérinaire soigne gratuitement. Mais au quotidien, c'est juste moi. » En arrivant à la modeste maison de Constance, Raphaël resta silencieux, observant la cour où des dizaines de chiens de toutes tailles et couleurs s'abritaient dans des niches improvisées avec des caisses et du bois recyclé. Malgré la simplicité, tout était propre et organisé. « Puis-je revenir vous voir? Je pourrais peut-être aider d'une manière ou d'une autre, » dit-il tandis que Constance installait les nouveaux pensionnaires. « Bien sûr, monsieur Marchand. La maison est simple, mais les portes sont ouvertes. » Ce soir-là, déjà seule, Constance repensa à cette rencontre inattendue. Il y avait quelque chose de mystérieux chez cet homme en costume, conduisant une voiture qui valait plus que tout ce qu'elle possédait, mais avec des yeux qui portaient une solitude qu'elle reconnaissait bien. Pendant des années, elle s'était tellement consacrée aux animaux qu'elle en avait oublié de s'occuper de sa propre vie. Elle n'avait ni mari ni enfant, ni beaucoup de temps pour les amis. Ses journées étaient remplies d'aboiements, de l'échouille et de la satisfaction silencieuse de faire la différence dans le monde, même si seulement dans son petit coin de Saint-Denis. Ce que Constance n'imaginait pas, c'est que cette rencontre fortuite changerait complètement le cours de sa vie. Raphaël Marchand n'était pas seulement un homme riche avec du temps libre et bon cœur. Derrière cette apparence élégante et réservée se cachait une histoire aussi complexe que la sienne et un secret qui bientôt les unirait de manière irréversible. Tandis que la pluie battait le toit de sa maison simple, Constance s'endormit à côté de la chienne nouvellement sauvée et ses chiots, sans se douter que, dans une villa du quartier chic de Neuilly, Raphaël Marchand observait la tempête par la fenêtre panoramique, pensant à elle et aux chiens, et prenant une décision qui transformerait non seulement la vie de cette femme simple, mais celle de tout le quartier de Clichy. 3 semaines s'écoulèrent depuis la rencontre sous le viaduc. Raphaël rendit visite à Constance plusieurs fois, apportant toujours des croquettes de qualité et des médicaments pour les chiens. À chaque visite, il semblait plus intéressé par son travail, posant des questions sur les défis de s'occuper de tant d'animaux abandonnés et écoutant attentivement ses réponses. Par un après-midi particulièrement chaud, alors que Constance soignait un chiot atteint de gale, Raphaël arriva sans prévenir. Cette fois, il ne portait pas son costume habituel, mais un jean et un polo, des vêtements qui néanmoins trahissaient sa condition financière privilégiée. « J'ai apporté quelque chose à vous montrer », dit-il avec un enthousiasme contenu en fouillant dans une pochette de documents. « C'est un projet auquel je pense depuis un certain temps. » Il déploya sur la table simple de la cuisine de Constance un plan architectural. C'était le dessin d'un vaste espace avec plusieurs divisions, des espaces verts et des structures qu'elle reconnut comme des chenils bien conçus. « Qu'est-ce que c'est, monsieur Marchand ?»« Un refuge pour chiens abandonnés. J'ai un terrain à Montmartre, pas très loin d'ici. Je pensais y construire quelque chose comme ça, un endroit adéquat, avec une structure vétérinaire, un espace de réhabilitation, une zone d'adoption. » Les yeux de Constance brillèrent. C'était exactement le type d'endroit dont elle rêvait pour ses protégés. « Et pourquoi me montrez-vous cela ? Parce que je veux que vous en fassiez partie. Vous avez le cœur et l'expérience, j'ai les ressources. Nous pourrions faire quelque chose de vraiment significatif ensemble. » Avant que Constance ne puisse répondre, un bruit dans la cour attira leur attention à tous deux. Un aboiement différent, plus grave et fort que les autres. Elle sortit vérifier, suivie par Raphaël. À la porte d'entrée, un chien qu'elle n'avait jamais vu auparavant observait la maison avec une posture vigilante. C'était un berger allemand de port magnifique, au pelage brillant et aux yeux intelligents. Il ne semblait pas abandonné ou maltraité. Au contraire, il avait l'apparence d'un animal bien soigné avec un collier de cuir sans identification. « Bonjour, l'ami. Tu es perdu ?» Constance s'approcha doucement, tendant la main pour que le chien la renifle. L'animal permit le contact, mais maintenait une attitude étrangement alerte, regardant plus la rue qu'elle. Raphaël, qui observait la scène quelques pas derrière, pâlit soudainement.
Ce chien, murmura-t-il plus pour lui-même que pour Constance. Vous le connaissez. Non, je ne le connais pas, c'est juste qu'il m'a rappelé un chien que j'avais dans mon enfance, détourna Raphaël, visiblement troublé. Je dois partir maintenant, Constance. Nous reparlerons du projet de refuge une autre fois. Et sans plus d'explications, Raphaël prit rapidement congé et partit dans sa voiture luxueuse, laissant Constance intriguée par son changement soudain de comportement. Le chien resta là, comme s'il attendait quelque chose. Après quelques tentatives infructueuses pour trouver un éventuel propriétaire dans les environs, Constance décida de l'accueillir temporairement. Elle lui donna le nom de gardien, en raison de sa posture vigilante. « Tu es différent des autres, n'est-ce pas ?» dit-elle en servant de l'eau fraîche à l'animal. « D'où viens-tu, gardien ?» Dans les jours qui suivirent, le comportement du chien continua d'intriguer Constance. Contrairement aux autres animaux qu'elle sauvait, Gardien ne montrait pas d'intérêt à jouer ou socialiser. Il passait des heures à observer la rue, comme s'il attendait quelqu'un. La nuit, il dormait toujours près de la porte, jamais complètement détendu. Une semaine après l'arrivée de Gardien, Constance revenait du marché avec des sacs de légumes, obtenus à prix réduit car commençant à flétrir, quand elle remarqua un mouvement étrange près de sa maison. Un homme à l'apparence suspecte observait sa résidence de l'autre côté de la rue. En s'apercevant qu'il avait été repéré, il s'éloigna rapidement. Inquiète, Constance pressa le pas. En arrivant chez elle, elle trouva Gardien agité, aboyant en direction de la fenêtre. Elle essaya de le calmer, mais le chien semblait déterminé à l'alerter de quelque chose. Cette même nuit, Constance fut réveillée par le bruit de verre brisé. Gardien était déjà debout, grognant doucement en direction de la fenêtre de la cuisine. Le cœur battant, elle prit un manche à balai et marcha prudemment jusqu'à là pour trouver la fenêtre intacte, mais une pierre sur le sol, avec un morceau de papier attaché. Tremblante, elle déplia le papier et lut le message soigneusement imprimé. « Rendez ce qui ne vous appartient pas, ou il y aura des conséquences. » Constance relut le message plusieurs fois, essayant de comprendre. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir qui ne lui appartenait pas? Ses pensées furent interrompues par Gardien, qui s'approcha et posa sa tête sous sa main, comme s'il voulait la réconforter. « C'est à propos de toi, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, caressant le pelage doux du chien. « Quelqu'un te cherche. » Le lendemain matin, déterminée à comprendre ce qui se passait, Constance emmena Gardien dans une clinique vétérinaire du centre-ville. Dr Pierre, un vétérinaire, qui occasionnellement aidait avec les animaux qu'elle sauvait, accepta d'examiner le chien sans frais. « C'est un spécimen extraordinaire de berger allemand », commenta le vétérinaire en examinant Gardien. « Probablement de pure race, bien soigné jusqu'à récemment. Et regardez ça, il a une puce électronique. » Le cœur de Constance s'accéléra. Une puce électronique signifiait qu'elle pourrait découvrir qui était le véritable propriétaire. « Pouvez-vous lire les informations ?» Dr Pierre acquiesça, passant un lecteur sur le cou de l'animal. Après quelques instants, un numéro apparut sur l'écran de l'appareil. « Je vais consulter la base de données nationale », dit-il, tapant le code sur son ordinateur. Quelques minutes plus tard, il fronça les sourcils, confus. Étrange. L'enregistrement est bloqué. Je n'ai jamais vu ça avant. Comment ça, bloqué? Normalement, le système affiche le nom et le contact du propriétaire. Mais dans ce cas, apparaît seulement un message indiquant que les informations sont limitées pour des raisons de sécurité. Dr Pierre se gratta la tête, intrigué. « Qui est ce chien, Constance? Où l'avez-vous trouvé ?»« Il est simplement apparu à ma porte, » répondit-elle, de plus en plus préoccupée. « Et maintenant, je reçois des menaces pour le rendre. » Dr Pierre la regarda sérieusement. Peut-être vaudrait-il mieux contacter la police. Mais quelque chose en Constance hésitait. Ses expériences précédentes avec les autorités n'avaient pas été positives, surtout quand il s'agissait de ces animaux. De plus, il y avait quelque chose dans le comportement de Raphaël, en voyant Gardien qui la dérangeait. Sa réaction avait été trop étrange pour être une coïncidence. « Je vais réfléchir à ce que je dois faire », répondit-elle finalement. À la sortie de la clinique, Constance faillit heurter une femme qui entrait précipitamment. C'était Julie Allard, journaliste d'un portail d'information local qu'elle connaissait de vue pour avoir fait un petit reportage sur son travail avec les animaux abandonnés l'année précédente. « Constance, quelle coïncidence de vous rencontrer. Ici !» s'exclama Julie, puis elle remarqua Gardien.
Ses yeux s'écarquillèrent. « Ce chien, où l'avez-vous trouvé ?» Encore une fois, quelqu'un réagissait étrangement à la présence de Gardien. Constance commença à sentir qu'elle était au milieu de quelque chose de bien plus grand qu'elle n'imaginait. « Pourquoi cette question ?» répondit-elle prudemment. Julie regarda autour d'elle, comme si elle vérifiait si quelqu'un les observait, et baissa la voix. « Ce chien ressemble beaucoup à celui qui apparaît sur une photo de l'entrepreneur Auguste Mercier, qui a disparu il y a 2 semaines. » Constance sentit un frisson parcourir son échine. Auguste Mercier. Le nom ne lui était pas familier, mais la mention d'une disparition liée à Gardien était alarmante. « Pouvons-nous parler dans un endroit plus discret ?» demanda Julie, parlant toujours à voix basse. « J'ai des informations qui pourraient être importantes et je pense que vous avez aussi quelque chose à me dire. » Tout en suivant Julie jusqu'à un café proche, Constance ne pouvait s'empêcher de penser à Raphaël Marchand et sa réaction en voyant Gardien. Il y avait un lien là, elle en était sûre. Et maintenant, avec la mention de cet entrepreneur disparu, un soupçon inquiétant commençait à se former dans son esprit. Avec Gardien assis obéissamment à ses côtés, Constance entra dans le café, se préparant à des découvertes qui changeraient à jamais le cours de sa vie simple et dévouée aux animaux abandonnés de Saint-Denis. Le café était presque vide à cette heure de l'après-midi. Julie choisit une table dans le coin le plus éloigné, où elle pourrait parler sans être entendue. Elle commanda 2 cafés et attendit que la serveuse s'éloigne avant d'entamer la conversation. « Que savez-vous d'Auguste Mercier ?» demanda-t-elle directement. Constance secoua la tête. « Absolument rien. Je n'ai jamais entendu parler de lui jusqu'à ce que vous mentionniez son nom tout à l'heure. » Julie prit son téléphone portable et montra une photo. Sur l'image, un homme d'environ 60 ans, aux cheveux complètement blancs et à l'allure élégante, se tenait dans un jardin luxueux à côté d'un chien identique à Gardien. Auguste Mercier est, ou était, l'un des entrepreneurs les plus influents de l'Île-de-France, expliqua Julie. Propriétaire de Mercier Immobilier, responsable de certains des plus grands projets immobiliers de la région. Il y a 2 semaines, il a simplement disparu. Il est sorti pour une promenade matinale avec son chien, comme ils le faisaient tous, les jours et n'a plus jamais été revu. « Et le chien sur la photo est Gardien ?» demanda Constance, observant comment l'animal à ses côtés réagissait en voyant l'image, inclinant la tête comme s'il reconnaissait son maître. « Possiblement. Dans le reportage que je prépare, j'ai découvert que le chien d'Auguste a également disparu. Personne n'a su dire s'il s'était enfui ou s'il avait été emmené avec son maître. » Constance raconta à Julie comment Gardien était apparu à sa porte 1 semaine auparavant et la menace qu'elle avait reçue la nuit précédente. Elle mentionna également les réactions étranges de Raphaël Marchand en voyant le chien. « Raphaël. »« Marchand ?» répéta Julie, fronçant les sourcils. « Décrivez-le-moi. » Quand Constance termina la description, la journaliste prit à nouveau son téléphone et, après quelques secondes de recherche, montra une autre photo. C'était Raphaël, plus jeune, aux côtés d'Auguste Mercier lors d'un événement corporatif. Raphaël Marchand est le neveu d'Auguste. Il travaille ou travaillait comme directeur financier dans l'entreprise de son oncle, expliqua Julie. Mais d'après ce que j'ai appris, ils ont eu un grave désaccord quelques semaines avant la disparition. Des sources internes de l'entreprise m'ont dit qu'Auguste avait découvert des irrégularités dans la gestion financière et avait menacé d'écarter Raphaël et de signaler l'affaire aux autorités. Constance sentit un nœud à l'estomac. L'homme gentil qui l'avait aidé, qui avait parlé de construire un refuge pour animaux, pourrait être impliqué dans la disparition de son propre oncle. « Attendez, » dit-elle, essayant d'organiser ses pensées. « Pourquoi Raphaël s'intéresserait-il à mon travail avec les chiens? Et pourquoi me montrerait-il des projets pour un refuge ?» Julie réfléchit un moment. Peut-être était-ce une coïncidence qu'il vous ait rencontré, ou peut-être... Elle s'arrêta, comme si une idée venait de surgir. Auguste Mercier était connu pour son amour des animaux. Il soutenait des projets de conservation environnementale et avait récemment annoncé qu'il allait construire le plus grand refuge pour animaux abandonnés de la région. Les pièces commençaient à s'assembler dans l'esprit de Constance. Le projet que Raphaël lui avait montré pourrait être le même qu'Auguste prévoyait. Mais pourquoi? Vous pensez que Raphaël essaie de s'approprier les projets de son oncle, de faire croire qu'ils sont ses idées? Demanda Constance.
Ou il essaie de détourner les soupçons, suggéra Julie. S'il est impliqué dans la disparition d'Auguste, poursuivre les projets caritatifs de son oncle serait une bonne façon d'écarter tout soupçon. Gardien, qui était resté tranquille jusque-là, devint soudainement alerte, les oreilles dressées, regardant fixement l'entrée du café. Constance suivit son regard et faillit s'étouffer avec son café. Raphaël Marchand venait d'entrer dans l'établissement. Il ne les avait pas encore remarqués, distrait en commandant quelque chose au comptoir. Julie rangea rapidement son téléphone et baissa la voix. « Nous ne pouvons pas le laisser soupçonner que nous savons quelque chose. Continuez à agir normalement. » Mais il était trop tard. Gardien émit un grognement sourd, attirant l'attention de Raphaël, qui tourna la tête dans leur direction. Son visage passa de la surprise à la reconnaissance et finalement à quelque chose que Constance interpréta comme de l'inquiétude. Après un moment d'hésitation, Raphaël s'approcha de la table. « Constance, quelle surprise de vous trouver, ici. »« Bonjour, monsieur Marchand, » répondit-elle, essayant de garder une voix calme. « Voici mon amie Julie, elle est journaliste. » L'expression de Raphaël se durcit presque imperceptiblement en entendant le mot « journaliste ». Il tendit la main à Julie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Enchanté de faire votre connaissance. Raphaël Marchand. »« Tout le plaisir est pour moi, » répondit Julie, serrant sa main. « J'étais justement en train de parler à Constance d'un reportage que je prépare, sur les personnes qui dédiaient leur vie à des causes nobles, comme le soin des animaux abandonnés. » Raphaël sembla se détendre un peu, bien que ses yeux continuent de se détourner vers Gardien, qui l'observait attentivement. Une cause merveilleuse, sans aucun doute. C'est pour cela que je me suis intéressé au travail de Constance. Il se tourna vers elle. À propos, j'ai réfléchi à notre projet. J'aimerais fixer une réunion pour en discuter les détails. Peut-être demain ? Constance hésita seulement, une seconde avant de répondre. Bien sûr, ce sera parfait. Excellent. Je passerai chez vous vers 10 heures alors. Raphaël regarda à nouveau Gardien qui le fixait toujours. Je vois que vous avez toujours ce chien. Il s'est bien adapté ? Oui, très bien, répondit Constance, observant attentivement la réaction de Raphaël, bien que j'ai l'impression qu'il cherche quelqu'un. Un muscle se contracta dans la mâchoire de Raphaël. Intéressant. Bon, je ne vais pas interrompre. Davantage votre café. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Julie. À demain, Constance. Dès que Raphaël quitta le café, Julie relâcha la respiration qu'elle retenait. Il est définitivement nerveux en présence du chien. Et maintenant, il sait que nous sommes ensemble. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Constance, sentant un froid dans le ventre. « Cela signifie que vous pourriez être en danger, » répondit gravement Julie. « Si Raphaël est réellement impliqué dans la disparition d'Auguste, et s'il soupçonne que vous savez quelque chose, il pourrait essayer de vous faire taire. » Constance pensa aux autres chiens chez elle, dépendant d'elle. Elle ne pouvait pas simplement disparaître. « Que dois-je faire ? » « D'abord, n'allez pas à ce rendez-vous demain, du moins pas seul, » dit Julie. « Ensuite, nous devons en savoir plus sur la disparition d'Auguste et le lien avec Gardien. » « Comment ?» Julie réfléchit un moment. « J'ai une source dans la police qui m'a transmis des informations sur l'affaire. Je vais lui parler, voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous aider. En attendant, vous devez rester vigilante. Si vous remarquez quoi que ce soit de suspect, appelez-moi immédiatement. » Elles échangèrent leur numéro de téléphone et Julie promit de la contacter dès qu'elle aurait des nouvelles. Avant de se séparer, la journaliste fit une dernière recommandation. « Ne faites pas confiance à Raphaël Marchand et prenez bien soin de ce chien. Il pourrait être la clé pour retrouver Auguste Mercier. » Il était presque nuit quand Constance rentra chez elle, l'esprit rempli de questions et de théories. En arrivant, elle trouva ses chiens agités. Quelque chose les avait perturbés pendant son absence. Le cœur battant, elle inspecta chaque pièce de la petite maison. Tout semblait en ordre, jusqu'à ce qu'elle arrive à sa chambre. Le tiroir de la commode était entrouvert et ses affaires visiblement fouillées. « Quelqu'un est venu ici », murmura-t-elle pour elle-même, sentant un frisson parcourir son échine. Gardien renifla l'air et marcha résolument jusqu'au lit. Utilisant son museau, il poussa quelque chose qui était partiellement caché sous le matelas. C'était une enveloppe brune qui n'était certainement pas là quand Constance était partie plus tôt. D'une main tremblante, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva une clé USB et une note manuscrite.
La vérité sur Auguste Mercier. Attention à qui vous faites confiance. Confuse et effrayée, Constance prit son vieil ordinateur portable. Elle inséra la clé USB et ouvrit l'unique fichier qu'elle contenait, une vidéo datée de 3 semaines auparavant. Dans l'enregistrement, dans un bureau élégant, Auguste Mercier discutait vivement avec Raphaël. Il n'y avait pas de son, mais on pouvait lire sur les lèvres d'Auguste à un moment « Donnez, je vais tout dénoncer, tu ne t'en sortiras pas cette fois ». La vidéo se terminait avec Raphaël quittant furieusement la pièce, tandis qu'Auguste prenait le téléphone, apparemment pour passer un appel. À ses côtés, couché sur un coussin dans le coin du bureau, se trouvait Gardien. Constance regarda le chien qui l'observait avec ses yeux intelligents. À ce moment, elle eut la certitude. Gardien n'était pas apparu par hasard à sa porte. Il l'avait choisi pour une raison et essayait de la guider jusqu'à son maître. « Nous allons le retrouver, Gardien, » promit-elle, caressant la tête de l'animal. « Nous allons découvrir ce qui est arrivé à Auguste Mercier. » Ce que Constance ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre, quelqu'un observait sa maison. Quelqu'un qui n'hésiterait pas à faire n'importe quoi pour garder des secrets cachés, même si cela signifiait se débarrasser d'une simple femme qui dédiait sa vie aux chiens abandonnés. Alors que la nuit tombait sur Saint-Denis, 2 histoires, celle d'une femme humble au grand cœur et celle d'un puissant entrepreneur disparu, s'entrelaçaient dans une trame de secrets, trahison et courage qui changerait à jamais le destin de tous les impliqués. La nuit passa lentement pour Constance qui parvint à peine à dormir. À chaque bruit, elle se levait pour vérifier les fenêtres et les portes. Gardien restait alerte, positionné stratégiquement près de l'entrée de la maison comme un soldat à son poste. Vers 5 heures du matin, Constance renonça à essayer de dormir. Elle prépara un café fort et s'assit sur la petite véranda, arrière, observant le ciel qui commençait à s'éclaircir. Son téléphone vibra. C'était un message de Julie. « Ne parlez pas au téléphone. Retrouvez-moi au marché rouge à 9 heures. J'ai découvert quelque chose d'important. » Constance regarda l'horloge. Elle avait encore assez de temps pour s'occuper des chiens avant de partir. Tout en distribuant croquettes et eau fraîche, elle remarqua que Gardien était particulièrement agité, allant répétitivement jusqu'à la porte puis revenant vers elle, comme s'il voulait communiquer quelque chose. « Qu'y a-t-il, mon ami? Qu'essaies-tu de me dire ?» C'est alors qu'elle réalisa « Raphaël viendrait chez elle à 10 heures. » Si Julie avait raison concernant les dangers, il ne serait pas prudent d'être là quand il arriverait. Rapidement, Constance appela Madame Sylvie, demandant à sa voisine de nourrir les chiens au cas où elle tarderait à revenir. « Tu sors de si bon matin, ma fille ?» demanda la dame, toujours attentive à la routine de Constance. « Oui, j'ai un rendez-vous important, » répondit-elle, essayant de paraître décontractée. « Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tes bêtes. Et si ce bel homme à la voiture noire se présente, je lui dirai que tu es sorti. » Constance se figea. « Il est venu ici quand je n'étais pas là. Avant-hier, il est passé à demander après toi. Il a dit qu'il reviendrait un autre jour. » L'information rendit Constance encore plus anxieuse. Raphaël surveillait ses mouvements. Elle remercia Madame Sylvie et, après s'être assurée que tous les chiens allèrent bien, partit avec Gardien en direction de l'arrêt de bus. Le marché rouge était un endroit animé, surtout le matin. Les pêcheurs arrivaient avec le résultat de la pêche nocturne et les acheteurs se disputaient les meilleurs poissons et fruits de mer. Au milieu de l'agitation, Constance aperçut Julie assise à une table d'une petite brasserie proche de l'entrée principale. « Désolé pour le lieu », dit la journaliste dès que Constance s'approcha. « J'ai pensé qu'il serait plus sûr de discuter dans un endroit public. Qu'avez-vous découvert ?» demanda Constance sans détour. Julie regarda autour d'elle avant de parler, s'assurant que personne ne les observait avec un intérêt particulier. « Ma source dans la police m'a donné accès à des informations confidentielles sur l'affaire d'Auguste Mercier. 3 jours avant sa disparition, il avait envoyé un email au procureur de la République dénonçant un système de blanchiment d'argent dans sa propre entreprise. Raphaël était impliqué. Oui, il était le principal accusé. Selon Auguste, Raphaël détournait des millions via des contrats fictifs avec des fournisseurs fantômes. Le pire est que l'argent serait supposément utilisé pour financer des activités illégales, incluant la commercialisation de zones de préservation environnementale pour des constructions irrégulières.
Et comment cela se connecte au projet de refuge pour animaux? Demanda Constance, se souvenant des plans que Raphaël lui avait montrés. C'est la partie la plus intéressante, répondit Julie, se penchant en avant. Le terrain qu'Auguste prévoyait d'utiliser pour le refuge animalier se situe dans une zone que Raphaël négociait secrètement avec des entrepreneurs pour la construction d'un complexe hôtelier de luxe. Un projet qui détruirait une importante zone de marais, mais générerait des millions en pots de vin. Gardien, qui était resté tranquille sous la table, devint soudainement tendu. Ses oreilles se dressèrent et il fixa l'entrée du marché. Constance suivit son regard et sentit son sang se glacer. Parmi la foule se trouvait un homme qu'elle reconnut comme étant le même qui observait sa maison quelques jours plus tôt. « Julie » chuchota-t-elle, sans quitter l'homme des yeux. « Je crois que nous sommes suivis. » La journaliste se retourna discrètement. « L'homme en veste bleue ?»« Oui, il était près de chez moi il y a quelques jours. Nous devons partir d'ici. Venez, je connais les arrière-salles de ce marché. » Elles se levèrent nonchalamment, et avec Gardien collé au talon de Constance, marchèrent entre les étals de poissons jusqu'à atteindre un couloir de service. Julie les guida à travers une porte qui donnait sur une ruelle derrière le marché. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Constance, le cœur battant. « J'ai un ami qui habite près d'ici. Nous pouvons rester dans son appartement pour l'instant. Il est en voyage. » Tandis qu'elle marchait rapidement dans les rues étroites du marché rouge, Constance raconta à Julie l'histoire de la clé USB trouvée chez elle. « Quelqu'un l'a laissée pour vous. Qui cela pourrait-il être ? » « Je n'en ai aucune idée, mais la vidéo montre clairement une confrontation entre Auguste et Raphaël. Nous devons remettre cela à la police, » déclara Julie. « Et s'il y a des policiers impliqués dans le système, comment savoir à qui faire confiance ?» La question resta en suspens, alors qu'elle continuait à marcher, s'enfonçant toujours plus dans le labyrinthe de rues qui composait le quartier. L'appartement de l'ami de Julie était petit, mais confortable, situé au 3e étage d'un immeuble ancien. Dès qu'elles entrèrent, Julie ferma la porte à clé et vérifia toutes les fenêtres. « Nous devrions être en sécurité ici pour le moment. Personne ne nous a suivis. » Constance se laissa tomber sur le canapé, soudainement épuisée. Gardien s'allongea à ses pieds, mais restait vigilant, les yeux fixés sur la porte. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, se sentant perdue. Julie réfléchit un moment. « Nous devons retrouver Auguste Mercier. S'il est vivant, son témoignage sera crucial pour incriminer Raphaël et quiconque d'autre est impliqué. Et s'il ne l'est pas, Constance ne put terminer sa phrase. Nous ne pouvons pas penser à cela maintenant. Concentrons-nous sur les pistes que nous avons. Julie prit son ordinateur portable et commença à revoir ses notes sur l'affaire. Constance observait, essayant de traiter tout ce qu'elle avait découvert ces dernières 24 heures. Soudain, une idée lui vint. Et si Gardien pouvait nous conduire jusqu'à Auguste? Julie leva les yeux intéressée. Comment ça? Il était le chien d'Auguste, il connaît son odeur. Si nous pouvions l'emmener aux endroits qu'Auguste fréquentait, peut-être pourrait-il tracer quelque chose, trouver un indice que la police n'a pas pu. L'idée était risquée, mais sensée. Julie acquiesça lentement. Ça vaut la peine d'essayer. Ma source m'a dit qu'Auguste a été vu pour la dernière fois au parc de la Villette, durant sa promenade matinale. Nous pourrions commencer par là. Tandis qu'elle discutait des détails, le téléphone de Constance vibra. C'était un message de Madame Sylvie. « Cet homme est venu ici. Il était très en colère quand j'ai dit que tu étais sortie. Il a demandé si tu étais avec le grand chien. Je n'ai pas aimé son attitude. Fais attention, ma fille. » Il fut suivi d'un autre message. « Il a laissé ceci pour toi. » En pièce jointe se trouvait la photo d'un papier avec un message manuscrit. « Je sais où vous êtes. Amenez le chien à la pierre de sel à 15 heures aujourd'hui, où vos autres animaux en subiront les conséquences. Venez seul. » Constance montra les messages à Julie, sentant la panique monter. « Il va faire du mal à mes chiens. »« C'est un piège, » affirma Julie. « Il veut vous attirer dans un endroit isolé. »« Mais je ne peux pas abandonner mes animaux. » Julie essaya de la calmer. « Nous allons trouver une solution. Peut-être pouvons-nous contacter quelques amis pour secourir les chiens de votre maison avant 15 heures. » Tandis qu'elle discutait des possibilités, Gardien, qui avait observé la conversation avec une attention presque humaine, se leva soudainement et alla jusqu'au sac de Constance. Avec son museau, il le poussa jusqu'à en renverser le contenu sur le sol. Parmi les objets éparpillés se trouvait la clé USB. Gardien la poussa avec sa patte,
comme s'il voulait attirer l'attention dessus. « Il essaie de nous dire quelque chose, » dit Constance, impressionnée par l'intelligence de l'animal. Julie prit la clé USB et la connecta à son ordinateur portable. En plus de la vidéo que Constance avait déjà vue, il y avait un dossier caché qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. À l'intérieur, un fichier texte avec une seule ligne, point B, dépôt 3. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Constance. Julie fronça les sourcils, pensive. « Je n'en suis pas sûre, mais... Attendez. Durant mon enquête, j'ai découvert que Mercier Immobilier possède plusieurs dépôts de matériaux de construction dispersés dans la ville. Peut-être est-ce une référence à l'un d'eux. Une rapide recherche confirma il y avait un dépôt de l'entreprise dans la région du port de la Barre, connu en interne comme Point B. C'était relativement proche de la pierre de sel, le lieu du rendez-vous fixé par Raphaël. « Je crois que nous avons découvert où Auguste pourrait être, » dit Julie, la voix tremblante d'excitation. « Mais comment y arriver sans être vue ?» Constance regarda Gardien qui la fixait avec ses yeux intelligents. « Nous devons aller au rendez-vous avec Raphaël. »« C'est de la folie !» protesta Julie. « Il pourrait prévoir de te... »« Non !» interrompit Constance, une détermination naissant en elle. « Je ne vais pas vraiment livrer Gardien. Je vais utiliser le rendez-vous comme diversion pendant que vous vérifiez le dépôt. » C'était un plan risqué, mais il pouvait fonctionner. Pendant que Raphaël serait occupé à attendre Constance à la pierre de sel, Julie aurait le temps de vérifier le dépôt et, si Auguste s'y trouvait réellement, d'alerter des autorités. Fiable. « Et comment vas-tu te protéger ?» demanda Julie, inquiète. Constance caressa la tête de Gardien. « J'ai mon protecteur ici. De plus, la pierre de sel est un lieu public. Raphaël n'essaierait rien avec des témoins autour. » Bien que réticente, Julie accepta le plan. Elles passèrent les heures suivantes à se préparer. Julie contacta un ami policier en qui elle avait confiance, lui demandant d'être prêt pour une éventuelle opération de sauvetage. Constance écrivit une lettre détaillant tout ce qu'elle savait, incluant une copie de la vidéo de la clé USB, et la remit à Julie pour être utilisée si quelque chose tournait mal. À 14h30, elles se séparèrent. Julie se dirigea vers le dépôt au port de la Barre, tandis que Constance, avec Gardien fermement à ses côtés, marcha en direction de la pierre de sel, l'un des sites emblématiques de Saint-Denis, où la mer rencontre les rochers dans un spectacle d'écume et de force. Le soleil de l'après-midi brillait intensément, se reflétant dans les eaux de la baie de Tous les Saints. Touristes et habitants locaux profitèrent de la chaleur sur la plage voisine. Constance ressentit un étrange calme, malgré le danger imminent. Quelque chose lui disait qu'elle était sur la bonne voie, que toutes les pièces commençaient à s'assembler. En arrivant au point convenu, Raphaël l'attendait déjà. Vêtu d'habits décontractés mais élégants, il semblait tendu et regardait constamment autour de lui. Quand il aperçut Constance et Gardien, son visage s'illumina d'une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Soulagement, triomphe, peur. « Vous êtes venu, » dit-il, s'approchant prudemment. « Et vous avez amené le chien, comme je l'ai demandé. » Gardien restait aux côtés de Constance, le corps rigide, un grognement sourd s'échappant de sa gorge. « Je suis là, » répondit-elle fermement. « Maintenant, dites-moi, où est Auguste Mercier ?» La question directe sembla surprendre Raphaël qui fit un pas en arrière. « De quoi parlez-vous ?»« Je sais tout, Raphaël. À propos du détournement d'argent, du terrain du refuge, de la dénonciation qu'Auguste a faite contre vous. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi vous vous êtes rapproché de moi. Qu'ai-je à voir avec tout cela ?» Raphaël la dévisagea pendant un long moment, comme s'il décidait combien il pouvait révéler. Finalement, il soupira. « Vous étiez le plan B d'Auguste. Il vous connaissait, savait de votre travail avec les chiens abandonnés. Si quelque chose lui arrivait, le terrain et le projet du refuge vous reviendraient. » La révélation laissa Constance stupéfaite. « Comment ça? Je n'ai jamais même connu Auguste Mercier. Il vous connaissait. Il suivait votre travail depuis des années. À travers des reportages comme celui que votre ami journaliste a fait, Auguste n'avait pas d'enfant, aucune famille en dehors de moi. Il a modifié son testament semaines avant de disparaître, laissant une part considérable de ses biens pour financer le refuge sous votre administration. » Les paroles de Raphaël tombèrent comme des bombes sur Constance. Tout prenait sens maintenant. Pourquoi il s'était rapproché d'elle? Pourquoi il était si intéressé par son travail avec les chiens? Pourquoi il lui avait montré les projets du refuge? « Où est-il, Raphaël ?»
demanda-t-elle à nouveau, la voix ferme malgré le tourbillon d'émotions. Raphaël regarda, Gardien qui continuait à le fixer intensément. Quelque chose dans son regard changea, de la résignation peut-être. « Vous n'allez pas abandonner, n'est-ce pas ?»« Non, je ne vais pas abandonner. » Raphaël passa la main dans ses cheveux, clairement angoissé. « Je ne voulais pas que les choses en arrivent à ce point. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. » Tandis qu'il parlait, son regard se détourna vers quelque chose derrière Constance. Avant qu'elle ne puisse se retourner, elle entendit une voix familière. « Alors pourquoi m'as-tu enfermé dans ce dépôt pendant 2 semaines, Raphaël ?» Constance se retourna brusquement. Là, à quelques mètres de distance, se tenait un homme aux cheveux blancs, appuyé sur une canne, avec Julie à ses côtés. Malgré son apparence affaiblie, ses yeux brillaient de détermination. Gardien, en voyant son véritable maître, poussa un hurlement de joie et courut dans sa direction, manquant presque de renverser l'homme dans son enthousiasme. « Auguste !» murmura Raphaël, le visage pâle comme s'il avait vu un fantôme. Le temps sembla se figer à la pierre de sel. Raphaël regardait Auguste, abasourdi, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Gardien, en revanche, ne contenait pas sa joie, léchant le visage de son maître et recevant des caresses affectueuses en retour. « Comment ?» balbutia Raphaël, les yeux écarquillés. « Comment me suis-je échappé ?» compléta Auguste, la voix fatiguée mais ferme. « Tu aurais dû mieux vérifier le dépôt, mon neveu. Cet endroit avait plus de sorties que tu ne l'imaginais. J'attendais simplement le bon moment. » Constance observait la scène, se sentant à la fois soulagée et confuse. Julie s'approcha d'elle, expliquant à voix basse « Je suis arrivé au dépôt et j'ai trouvé la porte fracturée. Auguste s'était déjà libéré et tenté de sortir quand il m'a vu. Il était faible mais conscient. » Plusieurs curieux commençaient à s'agglutiner autour, attirés par la scène inhabituelle. Raphaël s'en aperçut et son regard passa de surpris à calculateur. Constance reconnut l'expression. Il cherchait une issue. « N'essaie pas de fuir », avertit Auguste, comme s'il lisait dans les pensées de son neveu. « La police est déjà en route. Ton ami le commissaire Lambert ne pourra pas t'aider cette fois. Lui aussi est sous enquête. » Raphaël ferma les yeux un moment, semblant finalement accepter la défaite. Quand il les rouvrit, il regarda directement Constance. « Je n'ai jamais voulu vous impliquer dans tout ça. Quand je vous ai rencontré ce jour-là sous le viaduc, c'était vraiment une coïncidence. Mais quand j'ai vu votre travail avec les chiens, j'ai compris pourquoi mon oncle vous avait choisi. Vous êtes exactement comme il vous décrivait, dévoué, passionné par la cause. Pourquoi vous êtes-vous rapproché de moi après ?» demanda Constance. « Je devais savoir ce que vous saviez, et j'avoue que je voulais aussi comprendre pourquoi mon oncle confierait une partie de sa fortune à une inconnue plutôt qu'à son propre sang. » Auguste intervint, la voix chargée de déception. « Tu sais très bien pourquoi, Raphaël. J'ai découvert tes manigances. J'ai vu comment tu utilisais l'entreprise que j'ai construite avec tant de sueur pour blanchir l'argent de promoteurs immobiliers corrompus. Comment aurais-je pu laisser mon héritage entre tes mains? C'était de l'avidité, admit Raphaël, une lueur de honte traversant son visage. J'ai commencé petit, pensant que personne ne remarquerait. Mais ensuite sont venues les dettes de jeu, les luxes que je ne pouvais pas me permettre. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais impliqué jusqu'au cou. » Le son des sirènes commença à se rapprocher. Julie avait alerté ses contacts dans la police, qui arrivait maintenant pour arrêter Raphaël. L'homme d'affaires regarda son oncle une dernière fois, un mélange complexe d'émotions dans son regard. « Je suis vraiment désolé, » dit-il, la voix presque inaudible. Quand les policiers l'emmenèrent vers le fourgon, Raphaël n'offrit aucune résistance. Il semblait presque soulagé, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Auguste, épuisé, dut s'asseoir sur un banc proche. Constance et Julie l'accompagnèrent, tandis que Gardien restait vigilant à ses côtés, comme s'il craignait de le perdre à nouveau. « Madame Fournier, dit l'entrepreneur, tendant une main tremblante vers elle, nous nous rencontrons enfin. J'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. »« Comment me connaissez-vous » demanda-t-elle, essayant toujours de traiter tout ce qui s'était passé. Auguste sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Il y a 3 ans, j'ai lu un petit reportage sur une femme à Clichy qui transformait sa propre maison en refuge pour chiens abandonnés.
La journaliste décrivait avec tant d'admiration votre travail que j'ai été curieux. Julie rougit légèrement. C'était mon premier reportage pour le journal. Alors je suis allé personnellement voir votre travail, continua Auguste. Bien sûr, je ne me suis pas identifié. Je suis passé comme un simple donateur. J'ai laissé quelques sacs de croquettes. J'ai vu comment vous traitiez ces animaux, avec tant d'amour et de dévouement même en ayant si peu. Constance écarquilla les yeux, se souvenant. L'homme à la casquette qui a laissé des croquettes premium et qui a disparu avant que je puisse le remercier? Exactement, confirma Auguste avec un sourire plus large. Je suis revenu d'autres fois, toujours discrètement. Vous n'avez jamais su qui j'étais, mais je suivais votre travail. Quand j'ai décidé de construire le refuge, je savais que j'aurais besoin de quelqu'un avec votre cœur pour l'administrer. C'est pour cela que vous avez inclus mon nom dans le testament? Oui. Le terrain et les fonds pour construire et maintenir le refuge seraient sous votre responsabilité au cas où il m'arriverait quelque chose. Raphaël l'a découvert et n'a pas du tout été satisfait. Il avait déjà négocié ce terrain illégalement avec des constructeurs qui voulaient y ériger un complexe hôtelier, détruisant une zone de préservation. Constance essayait d'absorber tout cela. C'était surréaliste de penser qu'un entrepreneur millionnaire avait observé son travail pendant des années, sans qu'elle ne se doute jamais de rien. « Et gardien ?» Qu'a demanda-t-elle, regardant le chien qui restait collé à son maître. « Comment est-il arrivé jusqu'à moi ?» Auguste caressa la tête de l'animal avec affection. « Cela reste un mystère pour moi aussi. Le jour où Raphaël m'a enlevé, gardien était avec moi. J'imagine qu'il s'est échappé pendant l'enlèvement. Comment il vous a trouvé, je ne peux l'attribuer qu'à l'incroyable intelligence et à l'instinct de cet animal. » Julie, qui s'était éloignée pour parler aux policiers, revint avec des nouvelles. Ils emmènent Raphaël au commissariat. Le commissaire a demandé que vous vous présentiez dès que possible pour témoigner, monsieur Mercier. Et l'ambulance arrive déjà pour vous conduire à l'hôpital. L'hôpital ? Protesta Auguste. Je n'ai pas besoin d'hôpital. Je suis parfaitement bien. Comme pour démentir ses paroles, il essaya de se lever et chancela étant soutenu par Constance. Vous êtes resté 2 semaines en captivité, argumenta-t-elle. Vous devez être examiné, vous alimenter correctement, vous reposer. Auguste céda avec un soupir. Très bien, mais avant je veux clarifier quelque chose. Mon offre tient toujours, Constance. Je veux que vous administriez le refuge que nous allons construire. Mais je n'ai pas d'expérience en administration en grands projets. Vous avez ce qui est le plus important, l'amour des animaux et l'intégrité. Le reste s'apprend. De plus, ajouta-t-il avec un sourire, je n'ai pas l'intention d'aller nulle part de sitôt. Je serai à vos côtés dans ce voyage. L'ambulance. Ça arriva, et les ambulanciers aidèrent Auguste à monter. Gardien tenta de le suivre, mais fut empêché par les professionnels de santé. « Peut-il rester avec vous jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital » demanda Auguste à Constance. « Je sais qu'il sera entre de bonnes mains. » « Bien sûr, répondit-elle, émue par la confiance que cet homme plaçait en elle. Je prendrai soin de lui, comme s'il était le mien. » Tandis que l'ambulance s'éloignait, Constance, Julie et Gardien restèrent à la pierre de sel, observant le soleil qui commençait à se coucher sur la baie de tous les saints, colorant le ciel de teintes oranges et roses. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Julie. Constance regarda Gardien qui avait posé sa tête sur ses genoux, apparemment plus détendu maintenant qu'il savait que son maître était en sécurité. « Je vais rentrer chez moi, m'occuper de mes chiens, et peut-être commencer à rêver de quelque chose de plus grand. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire du sauvetage d'Auguste Mercier domina les actualités locales. Julie publia un reportage détaillé sur l'affaire, soulignant le rôle crucial de Constance et Gardien. L'article valut à la journaliste un prix de journalisme d'investigation et attira l'attention nationale sur la question des animaux abandonnés. Raphaël fut inculpé pour enlèvement, tentative d'extorsion et blanchiment d'argent. Pendant les dépositions, il révéla qu'il avait maintenu Auguste dans le dépôt tout en essayant de le forcer à transférer le contrôle de l'entreprise et à modifier son testament. L'enquête finit par démanteler un système plus vaste de corruption qui impliquait des politiciens et des entrepreneurs du bâtiment. Auguste resta hospitalisé pendant 1 semaine, se remettant de la déshydratation et de la malnutrition. Gardien lui rendait visite quotidiennement, amené par Constance,
qui profitait des visites pour discuter des plans pour le refuge. Quand Auguste sortit de l'hôpital, sa première démarche fut de visiter la maison de Constance à Clichy. Il arriva sans prévenir, un dimanche matin, causant l'émoi dans le voisinage. Madame Sylvie faillit trébucher en voyant le célèbre entrepreneur entrer dans la maison simple de sa voisine. « Alors, c'est ici que la magie opère », commenta Auguste, observant les chiens bien soignés dans la petite cour. « Il n'y a rien de magique », répondit Constance, un peu gênée par la simplicité de sa maison face à un homme habitué au luxe. « Juste beaucoup de travail et d'amour. »« Que c'est exactement ce que j'appelle de la magie », rétorqua-t-il avec un sourire gentil, transformé si peu en temps. Il ouvrit une pochette qu'il avait apportée, révélant des plans architecturaux beaucoup plus détaillés que ceux que Raphaël avait montrés. Le projet du refuge était grandiose, avec de l'espace pour des centaines d'animaux, un hôpital vétérinaire, un centre d'adoption et même un programme éducatif pour les écoles. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il, anxieux comme un enfant, montrant un dessin. Constance examina les plans, émerveillée par la vision d'Auguste. « C'est parfait, mais cela va coûter une fortune. L'argent n'est pas un problème. Je veux faire quelque chose de significatif avec ce que j'ai construit au cours de ma vie. Quelque chose qui continue après mon départ. » Tandis qu'ils discutaient des détails du projet, les chiens de Constance s'aggloméraient autour, curieux, du visiteur. Gardien, déjà complètement à l'aise dans la maison, s'allongea entre son maître et sa sauveuse, comme s'il symbolisait l'union de ces deux mondes si distincts. À l'extérieur, des voisins curieux se rassemblaient, essayant de comprendre ce que l'homme riche de la télévision faisait là. Parmi eux, M. Olivier, le propriétaire du bar qui avait toujours critiqué Constance pour son dévouement aux chiens, observait avec étonnement. « La folle des chiens est devenue amie avec un millionnaire », commenta-t-il avec Madame Sylvie. « On va voir si maintenant elle va quitter cette vie et aller vivre dans la villa. » La retraitée secoua la tête, souriant. « Vous n'avez toujours rien compris à Constance, Monsieur Olivier. Elle n'abandonnera jamais ses bêtes. Si elle va quelque part, elle les emmène tous avec elle. » Dans la maison, indifférente aux commentaires, Constance écoutait Auguste parler de ses plans. Il ne s'agissait pas seulement d'un refuge, mais d'un projet qui pourrait transformer la réalité des animaux abandonnés dans tout Saint-Denis. C'était un rêve trop grand pour tenir dans sa petite maison de Clichy, mais d'une certaine façon, il semblait parfaitement adapté à son cœur. « Alors, qu'en dites-vous » demanda finalement Auguste. « Acceptez-vous de vous joindre à moi dans cette mission ?» Constance regarda autour d'elle, vers les chiens qu'elle avait sauvés au fil des ans, vers Gardien qui l'observait avec ses yeux intelligents, et finalement vers Auguste, un homme qui avait reconnu sa valeur quand elle-même en doutait. La réponse vint facilement, comme si elle attendait juste le bon moment pour être prononcée. « Oui, j'accepte. Construisons ce rêve ensemble. » Le sourire d'Auguste illumina son visage fatigué, et il tendit la main pour sceller l'accord. À ce moment, entre une femme simple de Clichy et un entrepreneur millionnaire, naissait un partenariat qui changerait non seulement leur vie, mais celle d'innombrables animaux abandonnés et de personnes qui n'imaginaient même pas encore comment elles seraient touchées par cette union improbable. Les 6 mois suivants furent de profondes transformations, non seulement pour Constance et Auguste, mais pour tout le quartier de Clichy. Le terrain à Montmartre, qui avait été objet de disputes entre Raphaël et son oncle, fourmillait maintenant d'activité. Des tracteurs nivelèrent le sol, des camions apportèrent des matériaux de construction, et une équipe d'architectes, d'ingénieurs et de paysagistes travaillait sans relâche pour donner vie au rêve du plus grand refuge pour animaux abandonnés d'Île-de-France. Constance, qui n'avait jamais quitté Saint-Denis, voyagea avec Auguste pour connaître des refuges de référence à Paris, Marseille et même à l'étranger, au Portugal et en Espagne. À chaque visite, de nouvelles idées surgissaient, des détails étaient améliorés et le projet initial s'élargissait, incorporant ce qu'il y avait de plus moderne et efficace dans le soin animal. « Je me sens comme une imposteur », confia-t-elle. À Auguste pendant le vol de retour de Barcelone, où ils avaient à visiter un centre de réhabilitation pour chiens sauvés de mauvais traitements. « Il y a 3 mois, je récupérais des restes de marché pour nourrir mes bêtes, et maintenant, je voyage en première classe, parlant avec des spécialistes internationaux. » Auguste sourit avec gentillesse. « Vous méritez chaque seconde de... Cela, Constance. Et vous n'êtes pas ici par ma charité.
Vous êtes ici parce que votre connaissance est précieuse. Vous avez vu comme ces vétérinaires espagnols ont été impressionnés par vos techniques de socialisation pour les chiens. Traumatisés? C'était vrai. Malgré le manque de formation académique, les années d'expérience pratique avaient transformé Constance en une spécialiste intuitive du comportement canin. Ces solutions simples, nées de la nécessité et de l'amour, surprenaient souvent des professionnels avec des années d'études formelles. Pendant ce temps, à Clichy, la vie changeait aussi. Madame Sylvie avait été engagée comme administratrice de la maison de Constance, qui fonctionnait maintenant comme un centre de triage pour les chiens sauvés. Les animaux y restaient temporairement, recevant les premiers soins avant d'être dirigés vers le refuge principal, encore en construction. Monsieur Olivier, le propriétaire du bar qui avait tant critiqué le travail de Constance, était devenu, étonnamment, un défenseur de la cause. Après une conversation avec Auguste, qui fréquemment visitait le quartier, le commerçant avait cédé le terrain derrière son établissement pour la construction d'un petit hôpital vétérinaire communautaire. La vie fait des tours, n'est-ce pas, Madame Sylvie? Commenta-t-il, observant les maçons travaillant à la construction. Qui aurait dit que les chiens dont je me plaignais tant allaient apporter le progrès au quartier? L'affaire de Raphaël avançait aussi dans la justice. Après avoir avoué ses crimes, il avait conclu un accord de délation, révélant des noms de politiciens et d'entrepreneurs impliqués dans le système de corruption. Les révélations secouèrent la scène politique francilienne et attirèrent l'attention des médias nationaux. Julie, dont le reportage sur l'affaire avait propulsé sa carrière, dirigeait maintenant une émission hebdomadaire sur les droits des animaux dans une chaîne de télévision locale. L'émission montrait fréquemment les progrès de la construction du refuge et des histoires réussies d'adoption, augmentant la sensibilisation sur l'abandon animal. Par un après-midi particulièrement chaud de février, Constance était sur le chantier du refuge, discutant avec l'ingénieur responsable de quelques ajustements au chenil pour chiens âgés, quand Auguste arriva, accompagné par gardien et par une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Constance » appela-t-il, faisant signe. « Venez, rencontrer quelqu'un de spécial. » Elle s'approcha curieuse. La femme aux côtés d'Auguste semblait avoir environ 60 ans, avec des cheveux grisonnants, élégamment coiffés, et une posture qui dénonçait des années d'éducation raffinée. « Voici Hélène Mercier, mon ex-femme », présenta Auguste. « Hélène, voici Constance Fournier, l'extraordinaire femme dont je t'ai parlé. » Hélène tendit la main avec un sourire sincère. « Nous nous rencontrons enfin. Auguste ne cesse de parler de vous et de ce merveilleux projet. » Constance serra la main offerte, un peu embarrassée. Elle savait qu'Auguste avait été marié pendant de nombreuses années, mais s'était séparé il y a presque une décennie. Elle ne s'attendait pas, cependant, à ce qu'il entretienne une relation si amicale avec son ex-femme, au point de l'amener connaître le refuge. « Le plaisir est le mien, Madame Mercier. J'espère que vous apprécierez ce que nous construisons ici. » « Je suis déjà enchantée, » répondit Hélène, regardant autour d'elle avec un intérêt sincère, « et encore plus par votre histoire. Auguste m'a raconté comment vous avez transformé votre propre maison en refuge pour animaux abandonnés, même en ayant si peu de ressources. » L'embarras initial de Constance se dissipa rapidement face à la sincérité d'Hélène. Les trois passèrent l'après-midi à parcourir le chantier, Constance expliquant chaque détail du projet. Les zones de socialisation, l'hôpital vétérinaire, le centre d'adoption, les espaces éducatifs pour les visites scolaires. « Vous avez pensé à tout, » commenta Hélène, visiblement impressionnée. « Mais si vous me permettez une suggestion, je sens qu'il manque un élément humain plus fort. »« Comment ça ?» demanda Auguste. « Eh bien, l'accent principal est évidemment sur les animaux, comme il se doit. Mais beaucoup de personnes qui abandonnent, des animaux le font par manque de conditions financières ou de connaissances, pas par méchanceté. Et si le refuge offrait aussi des programmes pour aider les familles à faible revenu à garder leurs animaux? Assistance vétérinaire gratuite, distribution de croquettes, orientation sur les soins de base. Constance regarda Hélène d'un œil nouveau. Elle n'avait pas considéré cette approche préventive, se concentrant uniquement sur le sauvetage et la réhabilitation. C'est une idée brillante, admit-elle. Traiter la cause, pas seulement la conséquence. Hélène a toujours eu cette vision sociale aiguisée, commenta Auguste avec une fierté évidente. C'est elle qui a fondé la branche philanthropique,
de Mercier Immobilier, il y a des années. L'AP, mention de l'entreprise, amena une ombre sur le visage d'Hélène. Dommage que Raphaël ait tant terni le nom de la compagnie avec ses actes. L'entreprise que nous avons, construite avec tant d'efforts, maintenant associée à des scandales de corruption. La reconstruction sera difficile, convainc Auguste, mais pas impossible, surtout si nous réorientons l'accent sur des projets d'impact social, comme ce refuge. Tandis qu'il conversait, Gardien, qui avait exploré le terrain, revint en courant, suivi par un groupe d'enfants du quartier voisin. Les enfants étaient devenus une présence constante sur le chantier, fascinés par les animaux qui étaient occasionnellement amenés pour des visites supervisées. « Monsieur Auguste, la dame a apporté plus de chiots aujourd'hui ?» demanda une fillette d'environ 9 ans s'adressant à Constance. « Pas aujourd'hui, Anaïs, mais demain nous amènerons quelques chiots qui ont été sauvés de la rue. Si ta mère le permet, tu pourras venir aider à les baigner. » Le petit visage de la fillette s'illumina à cette perspective. Hélène observait la scène avec un sourire, clairement enchantée par l'interaction. « Je vois que vous implantez déjà l'élément éducatif dont vous avez parlé, » commenta-t-elle. « Ces enfants seront des adultes bien plus conscients grâce à ce contact. » C'était l'idée de Constance, dit Auguste. Elle a insisté pour que, dès la phase de construction, le refuge soit ouvert à la communauté. Pas de hauts murs ou de sécurité ostentatoire éloignant les gens. Nous voulons que tous se sentent partie prenante de cela. À la fin de l'après-midi, après qu'Hélène eut pris congé avec la promesse de revenir bientôt pour aider au programme d'assistance aux familles, Constance et Auguste s'assirent sur un banc improvisé, observant le coucher du soleil sur le chantier. « Votre ex-femme est une femme incroyable », commenta Constance. « Oui, elle l'est », acquiesça Auguste avec un soupir. « Notre séparation n'était pas due à un manque d'amour ou de respect. Nous avons simplement pris des chemins différents. Elle a voulu se consacrer davantage au travail humanitaire international, voyageant constamment, et je suis resté attaché aux affaires ici. Avec le temps, nous nous sommes éloignés. » Il y avait une note de mélancolie dans sa voix que Constance n'avait jamais perçue auparavant. « Vous semblez vous être rapprochés maintenant. » « L'enlèvement a changé beaucoup de choses pour moi, » admit Auguste. « Il m'a fait réévaluer ce qui est vraiment important. Dans ce dépôt, pensant que je pourrais vivre mes derniers jours, ce ne sont pas les contrats millionnaires ou les prix d'entreprise qui me sont venus à l'esprit. Ce sont les personnes que j'ai aimées, les moments de connexion authentique, les choses que j'ai faites pour rendre le monde un peu meilleur. » Constance acquiesça, comprenant parfaitement. Sa propre vie, malgré toutes les difficultés, avait toujours été riche de sens grâce au travail avec les animaux. « Et que se passe-t-il après que le refuge soit prêt ?» demanda-t-elle. « Vous retournerez vous consacrer aux affaires ?» Auguste regarda l'horizon, où le ciel se teintait d'orange et de rose. « Je n'ai pas encore décidé. Une partie de moi veut simplifier, se concentrer uniquement sur des projets qui importent vraiment, comme celui-ci. Une autre partie sait que les ressources de l'entreprise sont fondamentales pour maintenir des initiatives comme le refuge. Vous trouverez l'équilibre, assura Constance avec la simplicité directe qui l'enchantait. Tout comme je trouve le mien. C'était vrai. Ces derniers mois, Constance avait vécu une transformation aussi significative que celle du terrain, qu'ils observaient maintenant. D'une femme simple, avec peu d'éducation formelle et des ressources limitées, elle était devenue la coordinatrice de l'un des plus grands projets de protection animale du pays. Elle avait appris sur la gestion, l'architecture, la médecine vétérinaire, la collecte de fonds, les relations publiques, tout sans perdre l'essence qui la rendait spéciale. L'amour inconditionnel pour les animaux abandonnés. Sa maison, à Clichy, autrefois regardée avec dédain par de nombreux voisins, était maintenant un point de référence dans le quartier. Des bénévoles apparaissaient quotidiennement pour aider aux soins des chiens en récupération. Des écoles programmaient des visites éducatives. Même la mairie, qui pendant des années avait ignoré ses appels pour des politiques publiques pour les animaux abandonnés, la consultait maintenant sur l'implémentation de programmes municipaux. « Savez-vous ce que j'admire le plus chez vous, Constance ?» dit Auguste, interrompant ses pensées. « Votre capacité à vous adapter sans vous transformer. » « Comment ça ? Vous avez embrassé tous ces changements, appris de nouvelles choses, élargi vos horizons, mais vous continuez d'être la même. Personne authentique et dévouée que j'ai rencontrée ce jour-là sous le viaduc. Vous n'avez pas laissé l'argent ou la reconnaissance changer votre essence. » Constance sourit,
touché par le compliment. Vous non plus n'avez pas changé. Monsieur Mercier, vous restez l'homme, gentil qui s'est arrêté pour aider une inconnue et ses chiens sous la pluie, même en portant un costume hors de prix. Le commentaire arracha un rire à Auguste. Je crois qu'au fond, nous avons toujours su qui nous étions. Nous avions juste besoin des circonstances adéquates pour le montrer au monde. Gardien, qui était allongé à leurs pieds, se leva soudainement, les oreilles dressées, regardant fixement l'entrée du chantier. Constance suivit son regard et faillit s'étouffer avec son café. Julie apparaissait, marchant précipitamment dans leur direction, accompagnée par un caméraman. « Excusez l'interruption », dit la journaliste haletante d'excitation. « Je viens de recevoir la nouvelle et je devais la partager personnellement. Le ministère de l'Environnement a sélectionné le projet du refuge comme modèle national de durabilité et de bien-être animal. Vous recevrez un prix à Paris le mois prochain. » La nouvelle fut accueillie par des embrassades et des sourires. Tandis que Julie interviewait Auguste sur cette reconnaissance, Constance s'éloigna un peu, regardant ce qui n'était auparavant qu'un terrain vide et se transformait maintenant en le rêve de sa vie. À ce moment, une phrase que sa grand-mère avait l'habitude de dire résonna dans son esprit. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Combien de lignes courbes avaient été nécessaires pour arriver là? L'abandon des animaux qui l'avait conduite à devenir une sauveuse, la corruption de Raphaël qui avait menacé la vie d'Auguste, l'enlèvement qui avait fait que Gardien la trouve. Chaque événement, aussi douloureux qu'il parut sur le moment, avait conduit à ce dénouement extraordinaire. Tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, promettant une nouvelle aube, Constance fit une promesse silencieuse à tous les chiens qui souffrent encore dans les rues. Bientôt beaucoup d'entre eux auraient une seconde chance, et elle serait là, comme elle l'avait toujours été, pour ouvrir la porte vers une nouvelle vie. C'était le jour de l'inauguration. Après un an de travail intense, l'Institut Gardien de Protection Animale ouvrirait enfin ses portes au public. Le nom avait été choisi en hommage au chien qui, par sa loyauté et son intelligence, avait non seulement sauvé son maître, mais aussi transformé la vie de tant de personnes. Le soleil de Saint-Denis brillait avec une intensité particulière en ce samedi matin, comme si la nature célébrait aussi l'occasion. Sur le vaste terrain de Montmartre, maintenant méconnaissable, après des mois de construction, une foule s'agglutinait devant le portail principal. Habitants locaux, autorités, journalistes, militants de la cause animale et familles intéressées par l'adoption, tous voulaient connaître ce qui était considéré comme le plus moderne refuge pour animaux abandonnés d'Europe. En coulisses, Constance marchait d'un côté à l'autre, vérifiant les derniers détails. Elle portait un ensemble simple mais élégant, choisi spécialement pour l'occasion. Ses cheveux, normalement attachés en un chignon sans prétention, avaient été arrangés en une coiffure qui valorisait ses traits. La transformation externe, cependant, n'était qu'un reflet des changements plus profonds survenus dans sa vie durant la dernière année. « Nerveuse ?» demanda Auguste, s'approchant avec Gardien à ses côtés. Le chien, impeccablement brossé, pour la cérémonie semblait aussi fier que son maître. « Un peu », admit Constance. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous en sommes arrivés là. »« Croyez-le », sourit Auguste, « et ce n'est que le début. » Hélène les rejoignit, apportant un petit bouquet de fleurs sauvages. « Pour vous, » dit-elle, le remettant à Constance. « J'ai pensé que cela irait mieux avec votre personnalité que des roses formelles. » Constance accepta le présent, émue. Ces derniers mois, Hélène était devenue non seulement une collaboratrice précieuse au projet, mais une véritable amie. Son expérience en gestion de projets sociaux avait été fondamentale pour structurer les programmes éducatifs et communautaires de l'Institut. « Merci. Elles sont magnifiques. » Un jeune assistant s'approcha, indiquant qu'il était temps de commencer la cérémonie. Constance respira profondément, cherchant du courage. Bien qu'elle se soit habituée à parler en public ces derniers mois, lors de conférences, d'interviews et de réunions, l'idée de discourir devant tant de personnes l'intimidait encore. « Vous vous en sortirez merveilleusement bien », assura Auguste comme s'il lisait dans ses pensées. « Parlez simplement avec votre cœur, comme vous le faites toujours. » Le trio marcha jusqu'à l'estrade, monté devant l'entrée principale de l'Institut. En les voyant, la foule applaudit avec enthousiasme. Au premier rang,
Constance reconnut des visages familiers, Madame Sylvie, maintenant gérante administrative du refuge, Monsieur Olivier, dont le bar s'était transformé en point de rencontre pour les bénévoles, Thomas, le livreur à moto qui l'avait alerté, sur la chienne sous le viaduc et qui coordonnait maintenant l'équipe de sauvetage de l'Institut, et Julie, dont la couverture journalistique avait été essentielle pour faire connaître le projet et attirer des soutiens. Auguste fut le premier à parler, remerciant la présence de tous et racontant brièvement l'histoire de l'Institut, comment une idée qu'il cultivait depuis des années avait finalement pris forme après avoir connu Constance et son travail dévoué. Mais la véritable protagoniste de cette histoire n'est pas moi, conclut-il. C'est une femme extraordinaire qui, bien avant d'avoir des ressources ou de la reconnaissance, faisait déjà la différence dans la vie de centaines d'animaux abandonnés. Une femme qui m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans l'argent que nous accumulons, mais dans le bien que nous répandons dans le monde. Je vous présente la directrice exécutive de l'Institut Gardien, Constance Fournier. Les applaudissements furent chaleureux, tandis que Constance s'approchait du microphone. Son cœur battait fort, mais en regardant la foule et en voyant tant de visages souriants, l'anxiété fit place à la gratitude. « Bonjour à tous », commença-t-elle, la voix ferme malgré l'émotion. « Il y a un peu plus d'un an, je vivais dans une petite maison à Clichy, luttant quotidiennement pour nourrir et soigner les chiens que je recueillais des rues. Souvent, je me couchais le soir, sans savoir si je pourrais acheter des croquettes. Le lendemain, ou si je devrais choisir entre payer une consultation vétérinaire ou la facture d'électricité. » Elle fit une pause, se souvenant de ces temps difficiles, mais que, paradoxalement, elle voyait maintenant avec une certaine tendresse. Je ne raconte pas cela pour susciter la pitié, mais pour montrer à quel point la vie peut changer quand des personnes de bon cœur s'unissent pour une cause. Aujourd'hui, nous inaugurons non seulement un refuge pour animaux abandonnés, mais un centre d'éducation, de sensibilisation et de transformation sociale. Un lieu où chiens et chats trouveront non seulement nourriture et abri, mais amour et chance d'une nouvelle vie. Un espace où les enfants apprendront le respect et la compassion pour toutes les formes de vie. Un point d'appui pour les familles qui aiment leurs animaux, mais font face à des difficultés pour les garder. À mesure que Constance parlait, sa confiance grandissait. Elle ne répétait pas simplement des mots répétés. Elle partageait sa vision, son rêve, sa passion. L'Institut Gardien naît de la rencontre improbable entre deux mondes. Le mien, de lutte quotidienne dans les banlieues de Saint-Denis, et celui de M. Auguste Mercier, avec ses ressources et son influence. Deux mondes que beaucoup jugeraient incompatibles, mais qui se sont parfaitement complétés, parce que nous partageons le même amour pour les animaux et la même détermination à faire la différence. Elle regarda Auguste, qui l'observait avec une fierté évidente, puis Hélène, dont l'expression transmettait de l'encouragement. Gardien, assis entre eux, maintenait sa posture digne, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Cet institut n'est pas seulement le mien ou celui de M. Mercier. Il appartient à tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre, des architectes qui ont conçu des espaces en pensant au bien-être animal, aux maçons qui ont construit chaque mur avec affection, des vétérinaires qui dédieront leur savoir aux animaux sauvés, aux bénévoles qui donneront leur temps et leur affection, des entreprises qui ont soutenu financièrement, aux familles qui ouvriront leur foyer pour l'adoption. Constance fit une autre pause, cette fois pour contrôler l'émotion qui menaçait d'embuer sa voix. Par-dessus tout, cet institut appartient aux véritables protagonistes de cette histoire, les chiens et chats qui, malgré tout l'abandon et la souffrance, sont encore capables d'aimer inconditionnellement. Ils nous enseignent quotidiennement la résilience, le pardon et la capacité de recommencer. S'ils pouvaient parler notre langue, je suis certaine qu'ils diraient à quel point ils sont reconnaissants pour cette seconde chance. À ce moment, comme s'il était orchestré, un chœur d'aboiements retentit des chenilles intérieures, arrachant des sourires et même des larmes à l'assistance. Constance ne put contenir son propre sourire. Il semble qu'ils aient parfaitement compris ce que nous célébrons aujourd'hui. Et maintenant, sans plus tarder, je vous invite tous à découvrir l'Institut Gardien de protection animale. Soyez les bienvenus. Alors que le ruban d'inauguration était coupé, Constance sentit Auguste presser doucement son épaule. « Tu as brillé », murmura-t-il, « comme toujours. » Les portes s'ouvrirent et la foule commença à entrer,
guidés par les employés et bénévoles. L'Institut impressionnait par son architecture moderne et fonctionnelle, conçue pour maximiser le bien-être des animaux et l'efficacité opérationnelle. De vastes espaces ouverts pour la socialisation, des espaces verts pour l'exercice, des chenils et chatteries confortables et bien ventilées, un hôpital vétérinaire équipé de technologies de pointe, des salles de classe pour les programmes éducatifs, chaque détail avait été soigneusement planifié. Mais ce qui touchait vraiment les visiteurs, c'étaient les animaux eux-mêmes. Des chiens et chats sauvés des situations les plus diverses, maintenant propres, en bonne santé et surtout pleins d'espoir. Leurs regards, autrefois marqués par la peur et la méfiance, brillaient désormais avec l'attente d'un nouveau foyer. « Regarde. Maman, ce petit chien me sourit !» s'exclama une fillette pointant du doigt un bâtard caramel qui remuait frénétiquement la queue. « Il t'aime bien », répondit la bénévole qui accompagnait le groupe. « Tu veux mieux le connaître? Nous pouvons entrer dans l'espace d'interaction. » Des scènes comme celle-ci se répétaient dans tout l'Institut. Des familles rencontrant de potentiels nouveaux membres, des enfants apprenant la responsabilité et les soins de base, des adultes surpris par des histoires de sauvetage et de rétablissement. Constance observait tout avec un mélange de joie et d'incrédulité. Un an auparavant, elle n'aurait jamais imaginé être là, voyant son rêve se matérialiser à une échelle si grandiose. Julie s'approcha, accompagnée de son équipe de tournage. « Puis-je faire une interview rapide pour l'émission? Les téléspectateurs sont impatients d'en savoir plus sur l'Institut. » Constance acquiesça, et bientôt elle était à nouveau devant les caméras, répondant aux questions sur les programmes de l'Institut, les critères d'adoption, les partenariats établis et les projets futurs. « Et que vient-il ensuite ?» demanda Julie, concluant l'interview. Après avoir réalisé un rêve si grand, que compte conquérir Constance Fournier maintenant? La question prit Constance par surprise. Elle était si concentrée sur l'inauguration qu'elle n'avait pas beaucoup pensé au-delà de ce jour. Après un moment de réflexion, elle répondit avec sincérité « Le rêve ne s'arrête jamais, Julie. Tant qu'il y aura un animal abandonné dans les rues, notre travail ne sera pas terminé. L'Institut Gardien n'est que le début. Nous voulons nous étendre à d'autres villes, influencer les politiques publiques, changer la culture de l'abandon et des mauvais traitements. Je rêve d'un jour où des refuges comme celui-ci ne seront plus nécessaires, car chaque animal aura un foyer aimant et responsable. » Après l'interview, Constance continua à parcourir l'Institut, accueillant les visiteurs et vérifiant que tout se passait bien. C'est alors qu'elle trouva Auguste et Hélène dans une zone plus calme, observant un groupe de chiots sauvés qui jouaient dans un enclos. « Ils sont adorables », commenta Hélène, enchantée par l'énergie des petits. « Ils me rappellent quand nous étions plus jeunes et que nous avions ce Golden Retriever. Tu te souviens, Auguste? Comment s'appelait-elle déjà? »« Miel », répondit-il, souriant au souvenir. « Elle a eu une portée de 8 chiots. La maison est devenue un chaos, mais un merveilleux chaos. » Constance remarqua la nostalgie dans le regard des deux et la façon dont ils partageaient ce souvenir avec tendresse. Ces derniers mois, elle avait observé un rapprochement graduel entre eux. Rien de romantique, du moins pas explicitement, mais une redécouverte de l'amitié et du respect mutuel qu'ils avaient construit au fil des décennies. « Vous formiez une belle famille », commenta-t-elle, sans pouvoir contenir l'observation. Auguste et Hélène échangèrent un regard significatif avant qu'Hélène ne réponde. « Nous en formons toujours une, d'une certaine façon. Nous venons juste de nous en rendre compte récemment grâce à vous. »« À moi ?» s'étonna Constance. « Votre exemple nous a inspirés, » expliqua Auguste. « Voir comment vous avez dédié votre vie à une cause plus grande, comment vous avez transformé les difficultés en opportunités, nous a fait réévaluer nos propres choix. Nous avons réalisé que, malgré les chemins différents que nous avons suivis, nous n'avons jamais cessé de partager les mêmes valeurs et objectifs. Et maintenant, nous avons ce projet incroyable à construire ensemble, » compléta Hélène. « Pas seulement l'Institut, mais tout l'héritage qu'il représente. » La conversation fut interrompue par Thomas, qui s'approcha précipitamment. « Constance, il faut que vous voyiez ça. Nous venons de recevoir un appel d'urgence. Un groupe de bénévoles a trouvé une chienne avec des chiots dans une zone de marais qui était en train d'être remblayée illégalement. Nous avons réussi à tous les sauver. Ils arrivent maintenant. »
Les 4 se dirigèrent rapidement vers l'entrée de service, où une camionnette aux couleurs de l'Institut se garait. Des bénévoles en descendirent, portant une chienne visiblement dénutrie et 6 chiots nouveau-nés. Elle essayait de les protéger dans une zone qui était déjà en train d'être inondée, expliqua le coordinateur du sauvetage. Si nous étions arrivés quelques heures plus tard, il ne fut pas nécessaire de compléter la phrase. Tous comprirent la gravité de la situation et l'importance de ce sauvetage. « Emmenez-les immédiatement à l'hôpital », ordonna Constance. « Je vais prévenir l'équipe vétérinaire de préparer des couveuses pour les chiots. » Tandis que l'équipe se mobilisait pour s'occuper des nouveaux résidents, Constance ne put s'empêcher de noter l'ironie. Le premier sauvetage officiel de l'Institut survenait précisément pendant la cérémonie d'inauguration, comme un rappel que, derrière toute la célébration, le vrai travail ne faisait que commencer. Des heures plus tard, quand le dernier visiteur fut parti et que l'Institut retrouva enfin le silence, Constance resta à l'hôpital vétérinaire, observant la chienne sauvée, maintenant propre et soignée, allaitant ses petits dans un environnement sûr et confortable. Auguste la trouva là contemplative. « Comment vont-ils ?»« Ils vont survivre », répondit-elle avec un sourire fatigué mais satisfait. « La mère est déshydratée et dénutrie, mais répond bien au traitement. Les chiots sont forts, malgré tout. »« Comme vous », observa-t-il, s'asseyant à ses côtés. « Forte malgré tout. » Ils restèrent silencieux quelques instants, se contentant d'observer la scène de vie et d'espoir devant eux. « Vous savez, » dit finalement Constance, « quand j'ai trouvé cette première portée abandonnée dans un sac poubelle, il y a 10 ans, j'ai ressenti tellement de colère envers le monde. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait être aussi cruel. J'ai commencé à sauver des animaux presque comme une forme de protestation, pour montrer que tous les humains n'étaient pas indifférents à la souffrance. Et regardez où cette protestation vous a mené, sourit Auguste. Oui, qui l'aurait cru, elle rit doucement. D'une minuscule maison à Clichy à ce complexe impressionnant, d'une femme solitaire avec des dizaines de chiens à directrice d'un institut avec une équipe professionnelle et des bénévoles dévoués. Vous avez mérité chaque conquête, affirma Auguste avec conviction, et le meilleur reste à venir. Constance acquiesça, se permettant, peut-être pour la première fois, de croire pleinement à ses paroles. Le meilleur était réellement à venir, pas seulement pour elle, mais pour des milliers d'animaux qui trouveraient dans l'Institut gardien un pont vers une vie meilleure. Dehors, le soleil se couchait sur Saint-Denis, colorant le ciel de teintes orangées et roses. Une nouvelle journée s'achevait, mais pour Constance, Auguste et les animaux qu'ils avaient juré de protéger, ce n'était que le début d'un nouveau voyage. Un voyage d'espoir, de renaissance et de la beauté transformatrice de l'amour inconditionnel, qu'ils viennent des humains ou de leurs compagnons à 4 pattes. Gardien, qui observait tout depuis la porte, émit un aboiement doux, comme s'il voulait confirmer cette pensée. Lui, plus que quiconque, connaissait le pouvoir d'un acte de bonté, d'une main tendue au bon moment. Après tout, c'était sa loyauté qui avait uni 2 mondes apparemment distants, prouvant que, quand il s'agit d'amour véritable, il n'existe pas de barrière qui ne puisse être surmontée. Et ainsi, entre aboiements d'espoir et miaulements de gratitude, naissait non seulement un refuge pour animaux abandonnés, mais un phare de compassion dans un monde souvent indifférent. Un rappel constant que même dans les circonstances les plus improbables, le bien peut fleurir et se répandre, transformant des vies à 4 ou 2 pattes, pour toujours. Plus vous commentez et partagez, plus nous pourrons vous apporter